Le cinéma est une industrie impitoyable, et dans ce monde sans pitié, certains films se font parfois sacrifier sans aucun scrupule. Aujourd'hui, on parle de ces projets qui promettaient de révolutionner leur art, mais qui ont plutôt fini coincés dans l'enfer du développement entre des producteurs frieux et des budgets qui explosent. Action! Laissant derrière eux un mystère fascinant et une question. Et si faire un film à Hollywood, c'est un peu comme essayer de cuisiner un soufflé parfait. Sauf que là, chaque ingrédient est décidé par un comité de 50 personnes, dont 3 qui aiment pas les œufs, une quinzaine qui préfèrent remplacer le sucre par de la stevia parce que ça coûte moins cher, et 30 producteurs qui préfèrent remplacer le four par un micro-ondes parce que ça va plus vite quand même. Ouais, je sais, désolé. Je suis en train de regarder Top Chef en ce moment et je crois que ça a un vrai impact sur ma façon de penser. Va falloir faire avec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hollywood adore vendre du rêve. Mais ça arrive que ces rêves coûtent trop cher, partent en vrille ou soient tout simplement torpillés par une guéguerre d'ego. Bref, à Hollywood, il suffit pas d'avoir une idée. Il faut aussi beaucoup de chance pour qu'elle devienne un film et un miracle pour que ce film ressemble pas à une créature difforme née d'un clash de vision entre des créatifs et des producteurs. Allez, c'est parti pour ces films qu'on aurait adoré voir sur nos écrans, mais qu'on ne verra jamais. Pour commencer tranquillement, on va s'attaquer à un des films annulés les plus célèbres de tous les temps. C'est parti pour Superman Lives. Tout commence dans les années 90 et Superman a disparu des écrans de cinéma depuis la catastrophe de Superman 4 en 1987. Côté adaptation super-héroïque, Batman Forever est un nanar absolu, alors que les Batman de Burton sont tout simplement devenus cultissimes. La Warner fait donc marcher ses deux neurones actifs et se dit « Ah ouais, en fait les gens aiment bien les films de super-héros sombres et sérieux ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, ils veulent une version radicalement différente de Superman. Une vision qui casse les codes et modernise l'homme d'acier pour les années 2000. Ils veulent un Superman différent. Genre, très différent. Il contacte donc Kevin Smith, le mec de Clerks, et qui a le nom le plus américain du monde. Son rôle va être de pondre un scénario pour cette toute nouvelle adaptation. Petit problème, John Peters, le coiffeur personnel de Barbara Streisand, devenu entre-temps producteur, et désolé mais je comprends pas du tout cette évolution de carrière. C'est quoi la prochaine étape? Il va devenir dresseur de Pikachu? Moi, c'est ce que je ferais. Bref, ce gars qui est certainement beaucoup plus doué avec des ciseaux qu'avec un script, va donner 3 consignes. Numéro 1. Superman ne doit pas porter son costume classique. Pourquoi? Parce que c'est trop ringard. Et puis franchement, ce slip rouge par-dessus le pantalon, là, on est en 1997, pas pendant la crise de la mode dans les années 30. Alors du coup, je t'ai trouvé ce petit juste corps violet fluo, tu m'en diras des nouvelles. 2. Superman ne peut pas voler. Parce que qui a besoin de voler quand tu peux marcher? Ouais, marcher c'est bien. Et enfin, 3. Il doit absolument affronter une araignée robot géante. Parce que les araignées, ça fait peur. Et c'est cool. Et d'ailleurs, cette obsession a survécu et apparaît dans Wild Wild West. Oui, l'araignée mécanique géante. C'est lui. Et bien sûr, qui pourrait créer un Superman dépressif et visuellement bizarre dans un monde gothique et qui aurait en plus fait 2 des films de super-héros les plus populaires de tous les temps? Évidemment, le projet est confié à Tim Burton. Mais qui pour jouer Superman? C'est là qu'arrive Nicolas Cage. À l'époque, c'est une immense star. Il vient d'être oscarisé pour Living Las Vegas et il enchaîne les films d'action à succès. Mais surtout, c'est un immense fan de Superman. Le gars a appelé son fils Kal-El. Kal-El! Oui, le vrai nom de Superman. Donc, même s'il a absolument pas le physique pour le rôle, Cage est embauché pour jouer l'homme d'acier, version emo, avec des cheveux longs et gras, et avec un costume qui s'allume comme une boîte de nuit de Las Vegas. Oui. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin de Christopher Reeve. Le film devait raconter l'histoire d'un Superman en pleine crise existentielle qui sait plus trop s'il veut vraiment être un super-héros ou juste faire des Netflix and chill pépouses avec Lois Lane. Doomsday débarque et tue Superman. Fin du film, générique. Mais, il se rappelle que le film s'appelle Superman Lives et pas Superman Die. Donc Superman ressuscite en étant à moitié robot, mais entièrement ridicule avec son costume qui clignote. En plus, il a même pas de pouvoir et doit se battre comme un simple humain. T'es qu'un humain? Moi aussi. Luthor et Brainiac fusionnent pour créer un méga super vilain parce que John Peters a dit que le méchant final ça serait une araignée géante robotique. Évidemment, à la fin, Superman récupère ses pouvoirs, bat le méchant et se rend compte que les costumes en LED c'est super nul. Et aussi que finalement il aime bien faire la bagarre pour sauver l'humanité une fois de temps en temps. Et franchement, je suis pas sûr que ce soit un film qui m'aurait beaucoup plu. C'est tellement loin de l'idée que je me fais d'un Superman. Malheureusement, ce qui est sûr, c'est qu'on ne verra jamais ce film au cinéma pour une raison toute simple. Le pognon. Les meetings s'enchaînent, les designs s'accumulent, le budget explose et Warner commence à transpirer. On va vraiment mettre 200 millions dans ce film là? Non.
Pour ajouter un clou dans le cercueil de Superman Lives, Batman et Robin sort en 1998 et un immense flop. Le studio n'a plus confiance aux super-héros et décide d'annuler Superman Lives. Laissant Tim Burton avec un projet à jamais inachevé et Nicolas Cage avec un chèque de plusieurs millions pour avoir essayé quelques costumes et s'être laissé pousser les cheveux. Non mais quand je vous dis que la Warner sont des gros débiles parfois, ils se sont même pas dit une seconde que Batman et Robin étaient un gadin parce que le film est éclaté. Non, c'est parce que les super-héros, ça plaît plus. Surtout que pour le prochain film, on reste encore chez eux, et vous allez voir que la raison de son annulation est encore pire. On est en 2021 et le DC Extended Universe est pas encore mort, mais il est clairement sous assistance respiratoire depuis un bon petit moment. Petit ange parti trop tôt. La Warner, encore eux, viennent de lancer leur toute nouvelle plateforme de streaming, HBO Max. Et pour l'alimenter, quoi de mieux que des films et des séries sur les super-héros? Mais c'est vrai, regardez, les gens adorent les super-héros, il suffit de voir Marvel. C'est comme ça que naît le projet Batgirl. Et sur le papier, franchement, c'est le premier film depuis longtemps où Warner prend quasiment que des bonnes décisions en fait. Ils embauchent Leslie Grace pour jouer le rôle principal et Michael Keaton revient en Batman. Et pour le coup, j'avoue que je sais pas trop ce qu'ils foutaient là, parce que le Batman du DCU c'est Ben Affleck, donc à part pour jouer sur la nostalgie des gens, je sais toujours pas comment ils auraient justifié le truc. Et surtout, ils castent Brendan Fraser pour jouer le rôle de Firefly. Et bordel, je kiffe ce gars. Donnez-nous plus de Brendan. Le tournage commence à Glasgow et tout se passe plutôt bien. On a des photos de Batgirl en costume, des vidéos de cascade et Brendan Fraser qui a l'air tout content d'être là. Et nous aussi, on est tout content qu'il soit là, Brendan. Tout se passe relativement bien jusqu'à la date fatidique du 8 avril 2022 avec la fusion de Warner Bros et de Discovery, donnant naissance à une toute nouvelle entité, Warner Bros Discovery. Oui bon, ils se sont pas cassés le cul pour le nom. Qui dit nouvelle société dit nouveau président en la personne de David Zaslav. Mais qui dit fusion dit surtout, oulala, oh, ça coûte super cher, hein. On va vendre le rein de qui pour financer tout ça? La direction commence à éplucher les comptes et là ils voient... tiens, Batgirl, ah oui, oula, 90 millions quand même. Oh. Et les remboursements fiscaux, ça nous rapporterait combien? La découverte du siècle. S'ils annulent le film, ils économisent plus d'argent que s'ils le sortent. Grâce à une énorme déduction fiscale. Bon voilà, c'est décidé. Batgirl ne sortira jamais. Le pire dans tout ça, c'est que les réals apprennent la nouvelle alors qu'ils sont en pleine célébration de mariage. Du coup, ils se précipitent pour accéder au serveur de Warner et voir leur film une dernière fois, mais trop tard, leurs accès sont déjà supprimés. Non mais sérieux, c'est le licenciement le plus vénère de l'histoire là, non? C'est pire que de se faire larguer par message, rentrer chez toi et découvrir que ton ex a brûlé toutes tes affaires. L'équipe du film est sous le choc, Brendan est dégoûté et du coup moi aussi. Et les fans de super-héros, eux, ils se disent surtout on a eu Morbius 2 fois au cinéma, mais on n'aura pas Batgirl une seule fois sur une plateforme de streaming. Selon Warner, le film était en fait coincé entre deux états. C'est-à-dire qu'il n'était pas assez impressionnant pour sortir au cinéma, mais il coûtait beaucoup trop cher pour une plateforme de streaming. Ce qui, après traduction, donne on sait pas quoi en faire, du coup on le jette. Après, soyons honnêtes, le DCU était déjà bien en difficulté, et est-ce que ce film aurait été un chef-d'œuvre? Certainement pas. Mais bon, on parle quand même d'un film avec Batman, Batgirl et Brendan Fraser en pyromane. Est-ce que ça aurait vraiment pu être pire que le Suicide Squad de David Ayer? Non. Puis surtout, je suis absolument contre cette idée de purement et simplement jeter une œuvre à la poubelle aussi nulle soit-elle. Tous les films méritent d'exister. Et je comprends totalement la logique économique derrière, on parle de cinéma, ça reste une industrie, ils sont là pour faire de l'argent, c'est normal. Mais jeter comme ça tout simplement un film à la poubelle, je sais pas, ça me fait un peu mal au cœur. Surtout que Warner ont refait ça après avec des films que j'attendais autrement plus que Batgirl. Mais bon, avec eux on sait jamais, on a bien fini par avoir la Snyder Cut. Peut-être que le film finira par apparaître un mardi à 3h du matin sur Max. Bon alors celui-là c'est juste un petit bonbon pour nous réveiller les papilles. Lorsque Orson Welles, le grand Orson Welles déjà considéré comme l'un des meilleurs réalisateurs après avoir accouché à peine 27 ans du titanesque Citizen Kane, découvre Le Petit Prince, il a une révélation. Pas mal non, c'est français. Il acquiert directement les droits d'adaptation de l'œuvre le 16 juin 1943. Welles a bien compris que derrière l'histoire enfantine du Petit Prince se cache un message profond. Et pour rendre hommage à ce livre dont il est totalement tombé in love, il n'a pas juste envie de réaliser un nouveau chef-d'œuvre comme il en a l'habitude. Mais non, c'est trop simple. Donc il a l'idée d'un film hybride à l'imagerie révolutionnaire alternant entre prise de vue réelle et animation. Petit hic, Welles il en biche pas une en dessin animé. Donc il s'adresse aux meilleurs dans le domaine. Et évidemment, dans les années 1940, les meilleurs en animation, c'est clairement Walt Disney. Une rencontre au sommet est organisée entre les deux génies. Welles pitch son idée à Walt Disney qui quitte son bureau et laisse Welles tout seul.
Pourquoi? Eh ben en vrai on sait pas trop, donc prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire, mais selon la version la plus connue de l'histoire, ça serait surtout dû à une guéguerre d'ego. En fait, Disney aurait tout simplement pas apprécié la détermination et la confiance d'Orson en son propre projet. Il aurait même dit « y a pas de place ici pour deux génies dans le même bureau ». Mais que nenni! Orson tient vraiment à ce projet, donc il s'associe avec Hugh Harman qui avait déjà travaillé avec Disney avant de monter son propre studio. Le projet avance bien, des storyboards sont même dessinés, mais Orson tombe malheureusement gravement malade, passant à côté de la mort, et il a besoin de plusieurs mois pour se reposer, enterrant définitivement son projet d'adaptation du Petit Prince. Et quel dommage! Imaginez le chef-d'œuvre que nous aurait pondu ce génie du cinéma. Mais bon, comme la vie est une ce film ne verra jamais le jour. Dune d'Alejandro Jodorowsky. Imaginez un film si grandiose, si incroyable, si délirant qu'il aurait changé la face du cinéma. Et peut-être même la structure de l'univers, si seulement un studio avait accepté de financer ce délire cosmique. Alejandro Jodorowsky, né en 1929 sur une planète probablement encore inconnue, est un artiste aux multiples talents. Mime, romancier, tarologue et même gourou autoproclamé. Oui, bah, personne n'est parfait, hein. Mais ce gars est surtout connu pour ses films déjantés comme El Topo ou encore La Montagne Sacrée. Et comment vous décrire son cinéma si vous l'avez jamais vu? C'est un peu comme si Dali réalisait un western sous acide. Je pense que c'est une bonne définition. En 1975, il décide de s'attaquer à un projet fou, adapter le Dune de Frank Herbert. Une œuvre majeure de la science-fiction. Mais attention, Alejandro, lui, il voit pas ça comme un simple film. Non, non, non. Ça sera une œuvre majeure pour le cinéma, mais surtout pour l'humanité, qui éveillera les consciences et changera les mentalités de toute une génération. Un prophète, comme il le dira lui-même. Son but est simple, recréer les effets de la drogue, mais sans en prendre. D'ailleurs, pour le projet de sa vie, il doit s'entourer des meilleurs. Il va devoir trouver des guerriers spirituels. C'est pas mes mots, c'est les siens. Première étape, trouver un dessinateur d'exception pour faire ses storyboards. Il tombe par hasard sur une BD et tombe amoureux de son esthétique. Il lui faut absolument le gars qui a dessiné ça dans son équipe. Et ce mec, c'est Mobius, le génie français de la science-fiction qui aura inspiré des dizaines de films après. Jodorowsky recrutait son premier guerrier. Pour ce qui est des acteurs, il a déjà quelques idées en tête. Le baron Harkonnen sera joué par l'immense Orson Welles dont je vous parlais juste avant, mais à une condition. Qu'on lui apporte des repas gastronomiques tous les jours directement sur le plateau. Oui, bah, il aime la bouffe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fred Rota sera joué par Mick Jagger. Oui, je vous parle bien du chanteur des Rolling Stones. Pour Paul Atreides, l'élu, le héros de l'histoire, Alejandro ne voit personne d'autre que son propre fils pour jouer ce rôle. Mais quand ton papa c'est Jodorowsky, bah, rien n'est simple. Lui, ce qu'il veut, c'est que son fils Brontis, qui a entre 12 et 13 ans, reçoive le même entraînement que le personnage qu'il va interpréter. Il va devoir se préparer, comme un guerrier. Karaté, jujutsu, aikido, judo et même combat au couteau. 6 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 2 ans. Le pauvre gosse a été encore plus maltraité que les Jackson 5. Enfin, il lui faut quelqu'un pour interpréter l'empereur, quelqu'un de digne, d'excentrique, de différent, et pour ce rôle, Jodorowsky n'a qu'un seul nom en tête. Salvador Dali. Si c'est pas lui, eh ben ça sera personne. Heureusement, Dali accepte, à une seule condition, Amanda Lear doit jouer la princesse. Et aussi, bah, il doit avoir autant d'hélicoptères qu'il en demande. Et son trône doit ressembler à des toilettes en or. Et surtout, il veut être l'acteur le mieux payé de Hollywood. 100 000 $ par heure au moins. Évidemment, les producteurs sont pas hyper chauds. Mais Jodo, oui c'est son petit surnom maintenant, maintient que Dali est le seul à pouvoir jouer l'empereur. Peu importe le prix, c'est pas un film, c'est un prophète je vous rappelle. Donc son producteur a une idée révolutionnaire. Payer Dali à la minute utile. Vu qu'il est censé apparaître que entre 3 et 5 minutes dans le film, il lui propose un salaire de 100 000 $ par minute. Évidemment, il est content le cochon, il va être l'acteur payé 100K la minute. Mais vu que c'est beaucoup d'argent, pour plusieurs scènes, il décide de faire une sculpture de son visage qui jouera à sa place. Même sur ça, il était en avance le mec. Et si vous savez pas de quoi je parle, il y a eu une très grosse grève à Hollywood il y a pas longtemps pour éviter les scans 3D des figurants et des acteurs. Mais bon, c'est une autre histoire et ça sera peut-être dans une prochaine vidéo qui parlera des scandales à Hollywood, qui sait. Bref, tout ça pour dire que l'équipe du film est une vraie équipe de choc. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais la musique est censée être gérée par Pink Floyd et à la technique, ça sera Dan O'Bannon, qui se consolera après l'annulation du film en faisant les effets spéciaux de Star Wars ou encore en rédigeant le scénario de Alien. Alors que moi, perso, bah, quand j'ai un gros chagrin, je mange de la glace. Mais c'est qu'une merde, putain. Mais attendez,
Maintenant que j'y pense, Dune c'est un roman de science-fiction ultra complexe, non? C'est bien beau de sacrifier l'enfance de son fils et de lâcher des centaines de milliers de dollars pour Dali, mais comment il compte adapter ça? Pas de problème! Jodorowsky va tout réécrire! Et d'un autre côté, pourquoi pas? C'est bien ce que Kubrick a fait avec Shining et ça a bien donné un chef-d'œuvre. Du coup, c'est quoi le plan pour le scénario là? Le duc Leto est castré et Paul Atreides naît d'un viol spirituel à base d'une goutte de sang dans la caverne merveille de Dame Jessica provoquant une explosion cosmique. Waouh! Là, j'avoue que je sais pas quoi ajouter à ça. En plus, Paul ne marche pas. Il lévite. Donc dans Superman Live, Superman ne vole pas, il marche. Mais dans Dune, Paul ne marche pas, il vole. Vous voulez pas échanger ou faire quelque chose, je sais pas, hein, mais... Ah oui, et pendant son affrontement final avec l'Empereur, Paul se fait égorger, meurt, fusionne avec l'univers et devient une conscience collective. Bref, le script d'Alejandro Jodorowsky dure 14 heures. Attends, je répète parce que c'est une information qui peut être un peu difficile à digérer. Le film doit durer 14 heures. C'est plus du cinéma, c'est un pèlerinage là. Et évidemment, lâcher 15 millions pour un film psychédélique de 14 heures en payant Dali 100 000 $ par minute, tout ça pour financer une secte artistique sous acide, les studios disent non. Surprenant, surprenant, ah non, je suis surpris, oh, surpris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que même si on n'a jamais pu voir ce film, son influence est partout dans le cinéma de science-fiction. Bref, j'espère que cette plongée dans les tiroirs d'Hollywood vous aura plu. Des projets fous, des rêves brisés, des millions de dollars partis en fumée. C'est Hollywood quoi. Et vous d'ailleurs, c'est quoi le film annulé que vous auriez le plus aimé voir? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi j'avoue que j'ai aucune personnalité. Le Dune de Jodorowsky a l'air quand même super barré. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir plus sur ce film, ils ont sorti un documentaire en 2013. C'est une pépite al dente. En attendant, pensez à liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Sinon, votre film préféré pourrait bien disparaître mystérieusement avant même sa sortie. Coïncidence? Je ne crois pas. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Malpi. Ciao!